Pourquoi ce livre? La réponse me vient spontanément. C'est ma réaction à l'échec absolument incroyable qu'a connu la gauche au printemps dernier. C'est la troisième fois depuis le début de la Ve République qu'il n'y a pas de candidat de gauche au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et je crois qu'on ne peut pas sortir de cette catastrophe sans se poser des questions de fond sur le pourquoi. Bon, il y a eu des gens, bien sûr, pour dire mais c'est la faute de la désunion, s'il y avait eu un candidat unique. Bon, mais ça, c'est un peu rêvé. Je crois que la désunion, elle était le résultat de désaccords, et de désaccords fondamentaux. Et notamment, et c'est ce qui explique le titre de mon livre, un désaccord sur la mondialisation. Aujourd'hui, la gauche est divisée sur la mondialisation. Je peux parler, bien sûr, de la mondialisation libérale actuelle. Certains disent elle est tellement forte qu'il faut qu'on s'en accommode. D'autres disent au contraire, elle est tellement inhumaine qu'il faut qu'on en sorte. Et je crois que ces deux réponses sont également irréalistes. Et le sens de mon livre, sur le fond, c'est de proposer une autre approche, de dire la mondialisation existe, comment peut-on la transformer en changeant lesquelles de ses activités, en exerçant quelle pression sur quelles institutions. Et ça, c'est pourquoi ce livre s'intitule « Mondialiser la gauche ». Je pense que aujourd'hui, la gauche doit mondialiser ses idées, qu'elle doit mondialiser sa stratégie et qu'elle doit même mondialiser, même si c'est certainement très difficile, son organisation. En fait, c'est une première étape en deux morceaux qui visent un peu les deux catégories que je viens de mentionner. C'est-à-dire, je crois qu'il faut accepter l'idée que la social-démocratie est aujourd'hui périmée. Et je crois qu'il faut aussi accepter l'idée que la mondialisation, ou tout au moins une mondialisation, est irréversible. Bon, la social-démocratie périmée, ça me renvoie à cette année 1983, où la gauche, après les présidentielles de 81, et après avoir mis en œuvre une politique social-démocrate, a découvert que ça ne marchait pas. En 81, il avait décidé d'augmenter les bas salaires pour relancer l'économie, pour relancer la production, pour faire reculer le chômage. Il avait été décidé d'améliorer les droits des salariés de façon à créer un meilleur équilibre entre les droits des salariés et les droits du capital. Et malheureusement, rien n'a marché comme prévu. Quand je dis comme prévu, il y avait bien sûr quelques prophètes non écoutés pour dire que ça ne se passerait pas comme prévu justement, mais la réalité, ça a été que les achats supplémentaires ont eu lieu en faveur des importations. C'est les fameuses importations japonaises contre lesquelles un certain nombre de ministres se sont mis en travers à l'époque. La réalité, c'est que le franc a été attaqué, qu'il y a eu 3 dévaluations et que François Mitterrand, président, s'est retrouvé à la mi-83 devant le choix, ou le choix de l'Europe, ou le choix de repli national. Il a fait le choix de l'Europe et je crois que l'histoire lui donnera raison. Et j'enchaîne tout de suite, l'histoire lui donnera raison parce que le repli national, je crois, est une absurdité à la fois irréaliste et catastrophique. Bon, tout le monde connaît peu ou prou les scénarios économiques qui font que, bon, comme on a un endettement aujourd'hui qui est de plus de 98% de notre produit intérieur brut, comme on a un déficit de notre commerce extérieur qui est de l'ordre de 60 milliards de francs, avec notamment une facture pétrolière qui est très très élevée, bon, dire on rétablit le franc, ça va signifier alors qu'il faut emprunter pour rembourser, ou pour payer, ça va signifier qu'au lieu d'emprunter à 1%, on va emprunter à 5%, puis 10% pour 15%, et qu'on ira à une catastrophe financière. C'est un scénario qui ne fonctionne pas. Mais j'ai voulu dans le livre énoncer un exemple beaucoup plus concret qui est celui de l'automobile. Le Front National, dans la dernière campagne électorale, a dit mais il faut qu'on rétablisse aussi des droits de douane aux frontières, y compris par rapport aux pays européens. Et disait-il, grâce à ça, les Français achèteront davantage de voitures françaises et pas de voitures européennes. Et ça dénote une ignorance de la réalité qui est absolument incroyable. En dehors du haut de gamme de chez Peugeot, il n'y a plus aujourd'hui de voitures européennes. Ce qu'on appelle de voitures françaises. Ce qu'on appelle des voitures françaises, c'est des voitures fabriquées en Roumanie, en Moldavie, en Espagne, dans des pays frontaliers. Si on met des droits de douane de 10%, c'est les plus modestes des Français qui verront le prix de leur voiture augmenter de 10%. Et en plus, ils devront payer l'échéance plus cher. Et ce seront eux les premières victimes. Alors que c'est eux qu'il faudrait protéger. Ce seraient eux les premières victimes d'une stratégie de repli national. Bon, réguler, j'ai hésité à employer le mot. C'est vrai qu'il est un peu abstrait. Mais quand on réfléchit un peu, c'est très simple.
La mondialisation libérale aujourd'hui, elle a profité à qui? Elle a enrichi les riches. Les gens qui ont beaucoup d'argent, grâce au mouvement des capitaux, ils l'ont placé dans des paradis fiscaux. Et dans les paradis fiscaux, ils s'arrangent pour ne payer aucun impôt. Ce qui est évidemment scandaleux, mais les riches se sont enrichis. De l'autre côté, c'est le contraire. Bon, dans les pays du Nord, dans les pays développés comme la France, ce sont les salariés les moins qualifiés qui ont souffert de la mondialisation, parce qu'ils ont été concurrencés par les pays à bas salaire. Et ils sont retrouvés au chômage, ils sont retrouvés appauvris. Dans les pays du Sud, c'est souvent les agriculteurs qui ont vécu des difficultés croissantes dans leur vie. Leurs terres ont été achetées ou louées par des grandes multinationales américaines ou chinoises. Ils sont retrouvés parqués dans des bidonvilles urbains dans des conditions absolument inhumaines. Et ils créent aujourd'hui une espèce de prolétariat prêt à toutes les révoltes. Donc ce qu'il nous faut, c'est des règles qui évitent que la mondialisation, qui est technologiquement inévitable aujourd'hui où on en est, soit régulée, c'est-à-dire qu'il y ait des règles en matière fiscale, qu'il y ait des règles en matière environnementale, qu'il y ait des règles en matière de droit du travail qui n'existent pas aujourd'hui, ou alors quand elles existent, elles ne sont pas respectées. Dans mon livre, j'ai avancé 15 propositions de cette nature pour réguler l'économie mondiale actuelle et en faire quelque chose qui tourne au bénéfice de la dignité des hommes et pas au bénéfice simplement des profits d'une minorité. Je vais prendre 2 exemples pour aller très vite. Le premier concerne les multinationales et le domaine fiscal. Aujourd'hui, une société multinationale, je dirais entre guillemets bien gérée, elle paye pratiquement 1 ou 2% d'impôts sur les bénéfices, ce qui est évidemment scandaleux. Je propose qu'on se mette d'accord au niveau mondial pour dire que les entreprises multinationales doivent payer au moins 10% d'impôts sur les bénéfices globaux de la société. Alors, quel est l'organisme qui peut prendre une décision? Je dis, ça serait bien que ce soit le G20. Le G20, on le sait, c'est le groupe des 20 pays les plus riches, 90% de la production de la planète, et ils sont tous endettés aujourd'hui, comme la France, à la suite de la crise de 2007-2008. Donc leurs dirigeants, normalement, si on leur propose de trouver de nouvelles recettes, même sur le dos des multinationales, ils devraient dire oui. Ils devraient dire oui, bien sûr, à condition qu'il y ait une pression politique, syndicale, sociale suffisante, mais ça, c'est la fin de mon livre que j'évoquerai tout à l'heure. Le deuxième exemple concerne les droits des salariés. Les multinationales, à les écouter, sont des entreprises parfaitement vertueuses. Tous leurs salariés vivent dans des conditions qui respectent les normes de l'Organisation internationale du travail. Je crois que c'est vrai en général, mais je viens de vivre 2 ans en Asie du Sud-Est. Et je peux vous dire que j'ai rencontré des entreprises où on travaillait 220 heures par mois, voire 240, dans des conditions que je ne décrirai pas, dignes du 19e siècle en Europe, que j'ai rencontré, j'ai visité des plantations où on utilisait des produits interdits en Europe et dans le monde du Nord, qui mettaient en danger, y compris la vie des cultivateurs, de ceux qui faisaient vivre les plantations. Je connais tout cela. Et en réalité, ce sont les sous-traitants des entreprises multinationales, dont les produits servent ensuite aux multinationales qui mettent une étiquette et qui les vendent très 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 cher. Donc, exiger des multinationales qu'elles s'engagent à faire respecter les règles de l'OIT, non seulement pour leurs salariés, à elles, l'entreprise, mais pour les salariés de tous ses sous-traitants, ça serait véritablement une révolution extraordinaire. L'OIT peut parfaitement envoyer des missions, surtout si on lui signale telle ou telle façon de travailler ou de cultiver, et je crois que là encore, une pression extérieure peut permettre de modifier, d'améliorer fondamentalement le droit du travail, y compris dans les pays les plus pauvres, et donc au bénéfice des travailleurs des pays les plus riches. Écoutez, je vais vous raconter l'histoire d'une utopie que tout le monde a connue, mais que je pense, et je le regrette, beaucoup ont oublié aujourd'hui. C'est l'utopie des congés payés. En 1920, il y a une entreprise qui était une entreprise de presse, dont le directeur était un socialiste, il n'y a pas de hasard, qui a eu l'idée de proposer à ses salariés, au lieu d'une augmentation de salaire, une semaine de congés payés. Et à sa grande surprise, après beaucoup de discussions, les ouvriers qui travaillaient à la fabrication de ces journaux et de ces livres sont revenus en disant mais c'est une excellente idée. On aurait une semaine chaque année dans notre vie où on pourrait faire autre chose qu'à penser au boulot, à partir au boulot, à rentrer du boulot. C'est une idée, on la retient. Ça a soulevé les passions, comme vous pouvez l'imaginer, et le patronat de l'époque, qui ressemblait furieusement au patronat d'aujourd'hui, a dit, mais enfin, vous n'imaginez quand même pas qu'on va payer des gens de rien faire. Bon, ça, c'était entre 1920 et 1930. En 1936, il y a la victoire du Front populaire, au mois de mai,
au mois de juin, les premiers congés payés, 2 semaines pour tout le monde, ont été décidés. Et aujourd'hui, vous comme moi, on profite de 5 semaines de congés payés et on considère que c'est aussi naturel que de monter dans sa voiture ou de prendre le métro. Donc les utopies d'aujourd'hui, si on sait les faire vivre, on peut les transformer en réalité. Et je crois que des régulations que je propose, la plupart d'entre elles peuvent bénéficier de cette évolution. Mais il faut des forces politiques, il faut des forces syndicales, il faut que les ONG, qui sont souvent organisées au niveau mondial, pour la lutte contre la corruption, pour la lutte contre l'interdiction des pesticides, pour la lutte contre la sauvegarde des espèces protégées en termes d'environnement, pour la lutte pour l'amélioration des conditions de travail. Il y a des ONG qui s'occupent de commerce équitable, j'en ai dans le pays où je vis actuellement, et c'est très bien. Et il existe une nouvelle catégorie d'acteurs, et c'est là-dessus que je voudrais terminer, qui s'appelle les lanceurs d'alerte. Ils ne sont pas encore très connus, et pourtant c'est grâce à eux que depuis 4 ou 5 ans, ce qui se passe sous les tables, dans les paradis fiscaux ou des entreprises qui ont l'air très bien organisées, très bien pensantes, nous est révélé. Depuis 5 ans, il y a des fuites. Il y a des hommes et des femmes, simplement parce qu'ils sont scandalisés, ils ne sont pas forcément politisés, mais pour des raisons morales. Ils disent, mais ces gens qui viennent dans les paradis fiscaux, on en a la liste. On sait qu'ils ne payent pas du tout d'impôts, alors qu'ils sont richissimes. On va rendre publique cette liste. C'est une révolution extraordinaire. Des syndicats, parfois il y en a, ou simplement des travailleurs de plantation qui fabriquent de l'huile de palme, qui fabriquent des bananes qui sont engraissées avec des pesticides. Il y a toute une série d'exemples de personnes qui commencent à dire, pas forcément à des journalistes, parce qu'ils ne les voient pas, mais à une ONG de passage qui vient les défendre, voilà quel produit est utilisé, voilà quelles sont nos conditions de travail. Je crois que ces lanceurs d'alerte, aujourd'hui, sont condamnés par notre justice. On vit dans un monde incroyable, où quelqu'un qui ne dénonce pas un crime va en prison. Et on vit dans le même monde aujourd'hui des gens qui dénoncent ce qui à mes yeux est également des crimes, mais c'est des crimes économiques ou environnementaux, ils vont en prison parce qu'ils n'ont pas respecté les règles de l'entreprise. Les fameuses fuites luxembourgeoises dont on a parlé il y a 1 an ou 2 maintenant, les 2 auteurs des fuites ont commencé par être condamnés à de la prison. Ils ont fait appel. L'un reste condamné à de la prison, l'autre a une amende qu'il ne peut pas payer. Je crois que la protection des lanceurs d'alerte et la protection des organisations non gouvernementales qui les aident parfois à franchir le pas, à diffuser l'information, les sociétés de journalistes internationales qui vérifient que ce qui leur est dit est exact et qui le publient, je crois qu'il y a là un levier extraordinairement puissant pour faire évoluer le monde actuel. Et je conclurai simplement par une phrase, la mondialisation elle est irréversible tout simplement parce qu'on ne désinventera pas Internet, ça existe. Et tout le monde s'en sert, les 3/4 de l'humanité aujourd'hui. Donc si on ne désinventera pas Internet, si la mondialisation persiste, il faut la rendre humaine. Il faut qu'au lieu de travailler pour les bénéfices financiers de quelques-uns, elle se mette au service de la dignité de tous. Et c'est la conclusion à la fois de mon livre et de ce que je veux dire aujourd'hui. Et je suis sûr que sur un terrain comme celui-là, il y a des milliers, des centaines de millions de personnes qui peuvent se lever, militants ou non militants, pour défendre ces idées et les faire rentrer de la catégorie utopie à la catégorie réaliste.